Mon collègue ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et je commence d'abord par un propos liminaire du président de la République avec 4 points. Le président de la République, pardonnez-moi, a d'abord tenu à apporter le soutien de la nation à nos sapeurs-pompiers. Laurent Nunez en dira peut-être un mot tout à l'heure, et notamment aux 2 sapeurs-pompiers qui ont péri hier dans le cadre de leur mission. Le président a bien sûr marqué la solidarité de la nation avec leurs familles, avec leurs proches, et il a tenu à remercier l'ensemble de la sécurité civile et toutes celles et ceux qui concourent. Un point ensuite sur la lutte contre le narcotrafic, où là encore le président de la République a porté un soutien appuyé au maire d'Alès, un élu courageux. Il a insisté sur le fait que notre devoir était bien sûr de le protéger, et au-delà, de continuer ce combat contre le narcotrafic avec beaucoup de force et beaucoup de détermination. Un point ensuite sur l'ensemble des textes engagés, et certains arrivent au bout du tunnel législatif. Il a remercié le gouvernement pour l'ensemble des chantiers qui ont été ouverts et menés à bien. Il a notamment cité le projet de loi Riposte, la proposition de loi sur l'hydroélectricité, celui sur la protection de l'enfance qui a été voté hier à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur la justice criminelle, et il a insisté sur 3 textes sur lesquels, vous le savez, il s'est personnellement engagé depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. L'actualisation de la loi de programmation militaire d'une part, la loi sur l'aide à mourir d'autre part, et enfin la loi sur la majorité numérique et l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Sur ce point, la France ouvre un chemin européen pour mieux protéger nos enfants et nos adolescents. Un projet de loi, une loi donc, qui, à n'en pas douter, fera date. Je termine avec un dernier sujet. Le président de la République a tenu à corriger les propos de notre ambassadeur en Algérie qui ont été très relayés ces derniers jours sur notamment le nombre de visas. La France a engagé un travail exigeant sur des enjeux et des sujets majeurs avec l'Algérie. Pour autant, il n'y a aucun objectif chiffré en matière de visa et il n'y a aucun laxisme de la part de la France. Je rappelle par ailleurs que lorsque le président de la République a été élu pour la première fois en 2017, le nombre de visas délivrés par an était à ce moment de 500 000. Le président de la République a immédiatement pris la décision de baisser ces chiffres pour que cela corresponde aux besoins de la France, d'une part, et aux réalités géopolitiques, d'autre part. Voilà donc une mise au point qui, me semble-t-il, était importante. Je vais immédiatement donner la parole au ministre de l'Intérieur. Ce que je vous propose, c'est de les laisser bien sûr présenter son projet de loi et puis dans la foulée de lui poser l'ensemble des questions qui touchent à ces projets de loi et à son périmètre ministériel de telle sorte qu'on puisse le libérer après. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Donc, effectivement, j'ai présenté ce matin en Conseil des ministres donc, un projet de loi et un projet de décret. Donc, un projet de loi, un projet de décret. Le projet de loi étant relatif à la lutte contre les ingérences étrangères dans la vie démocratique. Donc, c'est un projet de loi qui vise à donner à l'État les moyens de faire cesser rapidement la diffusion de contenus qui sont manifestement inexacts, trompeurs ou susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, enfin aux intérêts essentiels et à la sincérité du débat démocratique. Alors ce projet de loi, il comporte 3 dispositions. La première, c'est d'élargir un référé qui existe, c'est-à-dire la possibilité pour toute personne intéressée de saisir la justice pour obtenir le retrait d'un certain nombre de contenus qui sont, c'est ce qu'on appelait, c'est un référé qui avait été introduit en 2018, par une loi de 2018, qui portait sur la période électorale et qui permet donc de saisir la justice pour obtenir le retrait de contenus qui comportent un certain nombre d'allégations ou d'imputations dont le caractère inexact ou trompeur est manifeste et dont il résulte qu'ils sont susceptibles d'entraîner une altération de la sincérité des scrutins électoraux. Donc ces référés ont vocation à pouvoir être appliqués pendant la période électorale, notamment pendant les 3 mois qui précèdent des périodes électorales. Ces référés étaient applicables pour les élections législatives, européennes et présidentielles depuis une loi de 2018 et ils seront désormais étendus aux élections locales
et sénatoriale. Donc dans les 3 mois qui précèdent un scrutin, possibilité d'engager un référé pour supprimer des contenus dont le caractère manifestement inexact est susceptible d'altérer la sincérité des scrutins. Donc on modifie on complète ce faisant l'article 48.3 du Code électoral. Ça, c'est la première disposition. La deuxième disposition est une disposition donc, de ce projet de loi qui vient durcir les sanctions pénales applicables en cas d'atteinte à la sincérité du scrutin, donc de l'infraction d'atteinte à la sincérité du scrutin, qui était punie d'une peine d'emprisonnement d'1 an et de 15 000 € d'amende. Le projet de loi que j'ai présenté ce matin au Conseil des ministres porte cette peine d'1 an à 3 ans et l'amende de 15 000 € à 45 000 €. Et surtout, il crée donc une peine plus importante qui peut aller jusqu'à 6 ans lorsque l'infraction d'altération des scrutins électoraux a été réalisée pour servir des intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère. Donc voilà, donc pour cette deuxième disposition, donc élargissement d'un référé qui existait déjà à toutes les élections, et deuxièmement, durcissement des sanctions pénales pour l'infraction d'atteinte à la sincérité du scrutin. Et puis enfin, donc ce projet de loi vient créer un référé, un nouveau référé qui pourra être exercé devant le juge judiciaire hors période électorale, donc en tout temps, donc et hors période électorale, la possibilité, lorsqu'il y a des campagnes de désinformation qui sont menées de manière massive, délibérée, automatisée, artificielle, et donc par la communication en ligne, donc on utilise les moyens de communication en ligne, et pour diffuser et divulguer de fausses informations qui visent notamment à porter atteinte donc de manière grave et imminente à l'indépendance de la nation ou à l'intégrité du territoire ou à la sécurité de la nation ou à la forme républicaine des institutions. Donc il y aura possibilité d'engager un référé devant un juge judiciaire qui pourra faire cesser donc cette diffusion de contenus qui sont manifestement inexacts, trompeurs. Donc il y aura la possibilité devant un juge judiciaire, donc c'est bien une action devant un juge judiciaire, qui aura la possibilité de faire retirer ces contenus, donc de faire cesser cette diffusion. Donc j'insiste bien, c'est un référé devant un juge judiciaire, c'est évidemment pas une action de l'administration, et il y aura même possibilité de faire appel. On ouvre également une possibilité d'appel. Voilà, donc ça c'est de tout temps, toute période, y compris hors période électorale. Voilà pour le projet de loi. Le projet de décret que j'ai présenté par ailleurs, il vise, lui, à créer une commission indépendante qui sera donc une commission indépendante dont le but sera d'informer le public en cas d'ingérence étrangère dans un contexte électoral. Donc on crée une commission qui sera présidée par un membre du Conseil d'État et composée de 2 autres membres qui seront des magistrats de la Cour des comptes et un magistrat de la Cour de cassation, donc un membre du Conseil d'État, un magistrat de la Cour de cassation, un magistrat donc de la Cour des comptes, qui seront désignés par les chefs de juridiction. Et le rôle que jouera cette commission sera un rôle, elle recevra des informations donc, sur des ingérences étrangères en période électorale. Donc elle recevra ces informations et son rôle donc de toutes les administrations compétentes pour détecter ces ingérences étrangères en période électorale. Et son rôle essentiel sera donc au-delà de recevoir ces signalements des administrations compétentes ou des autorités compétentes, d'informer le public, d'informer les candidats de l'existence d'une ingérence étrangère dans un contexte électoral. Donc ce sera son rôle précis. C'est une commission indépendante et elle aura un rôle d'information. Je vous rappelle que c'est ce que nous avons organisé pour les élections municipales précédentes dans le cadre du réseau de protection des élections qui a joué ce rôle et qui a d'ailleurs donné un certain nombre d'informations à certains candidats. Donc là, on fait entrer dans le droit positif cette commission qui sera compétente pour toutes les élections hors élections présidentielles et qui aura vocation donc à informer le public des ingérences étrangères composées de manière indépendante. Ce sera son rôle, sa mission. Le secrétariat sera assuré par le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, le SGDSN, et la commission pourra solliciter les services de toutes les administrations compétentes sur ces questions. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, elle aura vocation d'ailleurs elle officiera, cette commission,
à partir, donc, dans une période de 6 mois précédant les élections, et puis elle pourra officier jusqu'au mois qui suivra, dans le mois pardon, qui suivra le scrutin, et elle rendra un rapport public, qui sera rendu public, sur ce qu'auront été les ingérences d'origine étrangère, les ingérences étrangères pendant le scrutin en question. Voilà en gros donc à la fois ce projet de loi et ce projet de décret que j'ai soumis ce matin donc au Conseil, présenté ce matin au Conseil des ministres. Voilà. Il y avait des questions pour le ministre de l'Intérieur. Bonjour. Est-ce que je peux poser une question à Madame Bréjon? Non. Je sais que vous avez des questions à poser. Pardon. Je n'ai pas de doute. Je vous propose de poser vos questions sur le texte de Laurent Nunez et ensuite je répondrai. Texte ou tout autre sujet, et sinon je laisse Madame la ministre Maud Bréjon seule. Bonjour Monsieur Nunez, Oscar Tesno pour le Red Brain Magazine. Je vais revenir rapidement sur votre texte. Allez-vous porter peut-être plus d'attention sur les menaces d'ingérence étrangère, et notamment numérique, coordonnées par le Kremlin et par la Russie, puisque plusieurs journalistes, notamment au Monde, ont démontré, ou plutôt analysé les actions de plusieurs groupes, comme ceux du GRU notamment, ou de plusieurs groupes qui ont pu proposer des ingérences dans les campagnes municipales, notamment envers certains candidats de la France Insoumise. Oui, bien sûr. Non, mais c'est clairement le but. C'est clairement le but de s'intéresser aux ingérences, à toute forme d'ingérence, dont évidemment les ingérences étrangères, dont les ingérences numériques étrangères. Évidemment, oui. Évidemment, oui. Évidemment, oui. Et j'insiste, évidemment, des ingérences qui amplifient de fausses informations pour altérer la sincérité du scrutin. Enfin, une deuxième question. Hier, vous avez proposé, sur un tout autre sujet, une tribune dans le journal Le Monde, où vous êtes revenu sur la loi de Cazeneuve de 2017 avec les situations dans lesquelles les membres de forces de l'ordre peuvent utiliser une arme. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui confirmer, lorsque cette arme sera utilisée, que les procédures d'enquête de l'IGGN et de l'IGPN resteront exactement les mêmes lorsqu'on aura un cas d'analyse d'une utilisation d'une arme? Oui, bien sûr. Enfin, quand il y aura saisine de l'IGPN et de l'IGGN, ce qui arrive quasiment systématiquement. Donc, je rappelle qu'en 2017, une loi a prévu les cas dans lesquels les policiers peuvent faire usage de leurs armes. Il y a 5 cas très précis, dont un certain nombre qui sont très marquants. Donc, le périple meurtrier, un individu qui a l'intention tue ou fait usage de son arme contre quelqu'un dont on pense qu'il va réitérer son périple, le refus d'obtempérer quand on pense que la personne peut porter atteinte à l'intégrité physique de personne. Donc voilà, il y a 5 cas bien précis. L'usage des armes pour des policiers ou des gendarmes pour défendre des biens dont ils ont la garde, pour assurer la surveillance de paix, pour assurer la garde de personnes ou de biens dont ils ont la garde après sommation. Il y a tout un tas de conditions qui sont fixées, et le facteur commun de ces 5 cas, c'est toujours la stricte nécessité, la stricte proportionnalité. Ce que crée la proposition de loi, qui a été amendée par le gouvernement, c'est une proposition de loi de M. Éric Pauget, qui, avec son accord, a été amendée par le gouvernement, elle a été votée à l'Assemblée, c'est de créer une présomption, quand un policier ou un gendarme fait usage de son arme dans un de ces cas, on crée une présomption simple que l'usage était conforme à ce qu'a dit la loi de 2017. Ça ne couvre que ces cas-là, c'est une présomption simple qui peut être renversée. Évidemment, si nous avons des informations qui laissent à penser, au moment où il y a eu un usage des armes, que l'usage ne s'est pas fait dans les règles prévues par ce texte, évidemment qu'il y aura saisine de l'IGPN, de l'IGGN, et il y aura enquête judiciaire. Mais vous savez, chaque fois qu'il y a usage d'armes, ces inspections sont toujours saisies. Vous savez, il y a eu un usage d'armes encore ces jours derniers, je crois que c'était à Dunkerque, dans le nord de la France, un individu qui était menaçant avec une arme blanche. L'IGPN a été immédiatement saisi, et ça ne changera pas. Simplement, ce qui change, c'est qu'on ne part pas du constat, on partira du constat que le policier et le gendarme est présumé avoir fait usage de son arme dans un cadre légal. Il était présumé autorisé à le faire. Mais c'est une présomption simple qui tombera au moindre doute, au moindre élément. Et comme je l'ai dit sur d'autres médias, devant un autre média, les premiers à vérifier que l'utilisation des armes était légitime, c'est la hiérarchie policière, c'est la hiérarchie de la gendarmerie, ils sont les premiers à le vérifier. Donc voilà, mais cette présomption, elle est importante parce qu'elle inverse la perception des choses. Voilà. Comme certains partis peuvent le laisser à penser, je pense notamment à la France Insoumise,
oui, un policier et un gendarme, il peut faire usage de ces armes. Il n'y a pas de raison de leur arme, pardon. Il n'y a pas de raison de penser, a priori, qu'ils le font de manière illégale. Il n'y a pas raison de penser, a priori, qu'ils le font en application de ce qu'ils appellent un permis de tuer. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour dire que les chiffres qui sont donnés par la France Insoumise, qui m'ont été d'ailleurs opposés pendant les débats, y compris lors de la discussion riposte, y compris lors des questions d'actualité, d'un nombre de tués depuis 2017 qui aurait été multiplié par 5, sont aberrants. Ce sont des chiffres qui n'ont aucun sens. Dans une tribune au Monde, j'ai expliqué de manière, en me référant à l'ensemble des rapports des inspections générales, que ce soit de la police nationale, de la gendarmerie nationale, que l'usage des armes n'avait absolument pas augmenté, contrairement à ce qui est dit depuis 2017, depuis la loi dont je parlais à l'instant. Et donc, même chose évidemment pour des usages d'armes qui ont pu être mortels et qui sont toujours proportionnés, qui sont toujours soumis à la justice. Ils n'ont absolument pas augmenté et donc on publiera, d'ailleurs mon cabinet donnera aux médias les chiffres très précis. Il n'y a absolument pas eu de multiplication par 5, comme ça peut être dit. Tout ça est complètement erroné. Voilà. Je vous remercie, monsieur le ministre. Bonjour, Mégane Jansous pour Contexte. J'ai 3 questions sur les textes qui ont été présentés ce matin. Des sénateurs ont proposé de créer un viginum des ingérences domestiques. Est-ce que vous pensez que c'est un angle mort aujourd'hui de la lutte contre les ingérences en France ? Non, je crois que le débat a déjà eu lieu. Les ingérences domestiques, c'est-à-dire les ingérences intérieures. Généralement, quand on parle d'ingérences, ce sont des ingérences étrangères, de puissances étrangères, très directement, ou d'organismes qui sont sous contrôle de l'étranger. Voilà. En revanche, il y a évidemment il y a aussi la manipulation de l'information. Il y a aussi le fait de diffuser des fake news. Et là, on ne parle pas d'ingérence, mais on parle d'actions qui visent à altérer, par exemple, un scrutin. Évidemment que ce projet de loi permet d'y répondre, puisque je vous l'ai dit, il durcit les sanctions en cas d'infraction qui vise à altérer la sincérité d'un scrutin. On durcit les sanctions pénales. Il étend le fameux référé qu'on appelait référé fake news, qui a été instauré par une loi de 2018, on l'étend à toutes les élections, et il crée un référé devant un juge judiciaire pour faire cesser un contenu qui consiste, je vous le redis, qui consiste à diffuser des informations qui sont manifestement inexactes, trompeuses ou susceptibles de porter atteinte aux intérêts, un certain nombre d'intérêts fondamentaux de la nation, ou à la sincérité du débat démocratique. Donc voilà, donc ce qu'on vise, on parlera moins d'ingérence domestique que de manipulation de l'information, que de diffusion de fake news de manière amplifiée et qui sont manifestement fausses et qui visent soit à porter atteinte aux intérêts de la nation, qui sont listées dans le projet de loi. On a listé toutes les différentes atteintes qu'il peut y avoir. Je les redis, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire, la sécurité de la nation, ou qui visent à altérer la sincérité d'un scrutin. Quel est le calendrier du deuxième projet de loi qui avait été évoqué, le projet de loi organique qui vise à renforcer la CNCCEP ? Ce sujet n'a pas été évoqué ce matin. Donc voilà. Donc là, la réflexion est encore en cours. Vous savez que pour tous ces projets, le Premier ministre a mené des consultations des formations politiques. Donc voilà, ce projet, je réserve ma réponse sur ce point. Il n'a pas encore été évoqué. Ok. Et dernière question, quels seront les liens entre la commission indépendante qui sera créée par décret et le RCPE ? Le RTPE, c'est RCPE, le réseau de coordination de protection des élections. Qui disparaît. La commission a la vocation justement on entre dans le droit, on ancre dans le droit, on crée une commission indépendante qui va avoir la même mission qu'avait le réseau dont vous parlez pendant les municipales, qu'on avait organisé de manière informelle, mais qui a eu un rôle extrêmement efficace. Là, la commission qu'on crée, commission indépendante, je le redis, 3 magistrats. Elle aura vocation à recevoir les signalements d'ingérence étrangère et informer le public, les candidats, voire à elle-même informer l'autorité judiciaire s'il devait y avoir une action en justice. Donc elle se substitue totalement à ce réseau. Et les autorités qui étaient présentes au sein du RCPE seront toujours dans cette commission ? Elles auront toujours vocation, donc il y a 3 magistrats, et qui pourront faire appel aux autorités, aux services, aux autorités administratives indépendantes pour l'exercice de leur mission. Ils pourront faire appel à ces missions. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je ne vous l'ai pas dit dans ma présentation, mais le projet de décret prévoit que cette commission pourra recevoir des informations, notamment du service Viginum. Donc cette commission est habilitée pour recevoir des informations du service Viginum. Merci. Voilà. Je pense que oui. Pardon. Bonjour Monsieur le Ministre, Raphaël Delvolvé, Radio France Internationale. Est-ce que vous avez des nouvelles du maire d'Alès ? Est-ce qu'il va pouvoir rentrer chez lui très prochainement ? Et est-ce que selon vous, un cap a été franchi avec son exfiltration nocturne par le raid d'une unité d'élite ?
Il y a deux choses. D'abord, je veux redire tout mon soutien au maire d'Alès, avec qui je me suis entretenu au téléphone. Je lui ai rapporté mon soutien. Comme l'a dit d'ailleurs le président de la République au Conseil des ministres, il a salué et Madame la ministre l'a rappelé, il a salué son courage. C'est un maire qui, comme beaucoup de maires, mais il est particulièrement concerné parce qu'il est dans une commune où la DZ Mafia essaie de s'implanter. Voilà. Et je le redis, on a réalisé des opérations de démantèlement de réseau importantes à Alès. C'est aussi le cas à Carcassonne, où il y a une inquiétude de volonté d'implantation de la DZ Mafia aussi à Carcassonne, parce qu'on démantèle des réseaux locaux. Il y a des trafiquants du département de l'Aude qui ont été écroués, 5 puis 7 récemment. Et donc évidemment, ça crée des velléités. La DZ Mafia veut s'implanter dans ces villes. Donc je veux d'abord redire mon soutien au maire d'Alès, qui est un soutien des services de l'État, des services de police judiciaire. Salue à nouveau l'action de l'ensemble des services de police judiciaire qui déjouent des réseaux. Est-ce qu'un cap a été franchi? Évidemment oui. On a une menace directe d'un élu, une menace d'attenter à sa vie. Bon, donc il y a une enquête judiciaire en cours. Tant que cette enquête n'aura pas... Je vous redis ce que j'ai dit hier dans un micro tendu. Nous avons eu une information des services de renseignement qui laissait à penser qu'il pouvait y avoir un projet d'action violente contre lui. Donc tant que les investigations judiciaires n'auront pas été à leur terme et qu'on n'aura pas vérifié ou pas cette information, qui était assez crédible, puisqu'on a exfiltré et protégé le maire d'Alès, on a judiciarisé, on a saisi la justice, d'ailleurs c'est le NACO qui est saisi maintenant. Donc voilà, tant qu'on n'aura pas élucidé clairement cette affaire, oui, le maire d'Alès sera sous protection. Et alors même que nous aurons pu considérer qu'il peut regagner son domicile et mener une vie normale, je souhaite et je lui proposerai évidemment de rester sous protection policière. Voilà. Donc un cap a été franchi parce qu'on a mis en œuvre ces mesures pour protéger un maire. Et en fonction des investigations judiciaires, si la menace était vraiment réelle, oui, ce sera une deuxième façon, un deuxième élément qui permettra de dire qu'un cap a été franchi. Cyril Adrien-Salmon pour France Télévisions. Peut-être un mot sur les incendies dans le Var. 900 sapeurs-pompiers mobilisés, 2500 hectares qui sont partis en fumée. Est-ce que vous craignez un bilan plus lourd les prochaines heures? Je veux saluer là encore l'engagement des sapeurs-pompiers dans le Var, l'engagement du préfet du Var qui est aux commandes avec le directeur départemental des services d'incendie et de secours. Ils font un travail formidable. Redire qu'on a engagé beaucoup de moyens. Hier, je l'ai dit à l'Assemblée nationale, hier nous avions sur ce théâtre-là 8 Canadair, nous avions 2 avions Dash qui projettent surtout du produit retardant. Nous avions des hélicos engagés, on a engagé beaucoup de moyens. Aujourd'hui, on s'apprête évidemment à faire exactement la même chose. La nuit a plutôt été favorable sur ce feu, puisque les températures ont été un peu plus fraîches, mais il continuait à être combattu. Je crois qu'on en a 2500 hectares qui ont été parcourus. Donc c'est un feu extrêmement important. On va rester évidemment extrêmement concentré. Il y a 500 personnes. Au moment où j'entrais en Conseil des ministres, les informations sans doute ont évolué depuis, il y avait 500 personnes qui avaient été évacuées, il y avait des villages qui étaient menacés, et on me parlait d'une 50aine d'habitations qui avaient pu être impactées. Ça ne veut pas forcément dire brûlées, mais impactées, c'est-à-dire atteintes à un moment ou un autre par des fumées ou des feux. Voilà, on va me rendre compte évidemment, puisque vous imaginez bien qu'au ministère de l'Intérieur, on suit la situation minute par minute. Voilà, on va me rendre compte de ce feu, mais j'en profite pour remercier à nouveau les autorités qui se sont de l'État, du SDIS, les élus locaux, les maires qui ont procédé à des évacuations, qui ont aidé les services de l'État à procéder à des évacuations d'habitants. On a 3 communes concernées qui ont procédé à des évacuations. On en était à 500 évacuations. Voilà. Et la lutte contre le feu, à date, continue. Monsieur le ministre, Arthur Delaborde d'Europe 1. Dans le prolongement de ce qu'a dit le chef de l'État en Conseil des ministres sur l'Algérie, ni laxisme, ni objectif chiffré sur les visas. Pourtant, la semaine dernière, l'ambassadeur de France à Alger, le 14 juillet, a évoqué un retour vers la délivrance de 250 000 visas par an. Est-ce que vous pouvez nous clarifier la politique du gouvernement? Clarifier quelque chose que Maud Bréjon a déjà clarifié dans son propos liminaire. Ça a été clarifié déjà. Voilà, ça a été clarifié. Voilà, il n'y a pas davantage de commentaires à faire. Voilà, et je ne peux qu'abonder dans ce que Maud Bréjon a dit. Moi, j'ai participé aux discussions avec l'Algérie. On n'a jamais évoqué ce sujet. Que les choses soient claires, on ne l'a jamais évoqué. Bonjour Monsieur le Ministre, Francesco Fontemaggi pour l'agence France Presse. Est-ce que vous confirmez, comme l'écrit Le Monde, que le ministère de l'Intérieur et le ministère de les Affaires étrangères étudient des sanctions contre Ksenia Fedorova après le fait qu'il n'y aura pas pour l'instant de sanctions européennes? Je ne confirme, voilà, je ne confirme ni n'infirme rien. Voilà, donc
Ce sont des sujets, voilà, on reste, je crois que je l'ai déjà dit dans des questions d'actualité qui m'ont été posées à l'Assemblée nationale et même d'ailleurs au Sénat. Nous sommes toujours vigilants à combattre toute ingérence d'origine étrangère et ces sujets sont couverts par le secret de la défense nationale. Donc voilà, je ne répondrai évidemment pas à votre question. Et je ne confirmerai pas donc l'information qui a été donnée par le journal Le Monde. Ni infirmé. Voilà. Merci. C'est bon ? Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup. Et avant de répondre à vos questions, je termine donc sur le compte-rendu du Conseil des ministres avec des textes qui portent sur les Outre-mer. Et Jean-Pierre Farandou, Stéphanie Rist, Naïma Mouchou et David Amiel ont présenté 2 ordonnances pour améliorer la protection sociale de nos compatriotes qui résident à Mayotte d'une part et à Saint-Pierre-et-Miquelon d'autre part. Concernant Mayotte, il s'agit d'une réforme qui permettra d'aligner progressivement les droits sociaux des Mahorais et des Mahoraises sur ceux applicables dans l'ensemble de la République. Je ne rentrerai pas davantage dans les détails techniques. Et concernant Saint-Pierre-et-Miquelon, nous sommes aussi dans une logique de convergence. Donc la démarche est similaire puisque l'ordonnance permet d'y appliquer certaines dispositions du Code de la sécurité sociale qui ne l'étaient pas jusqu'à présent. J'en viens au dernier texte concernant les Outre-mer. Il s'agit d'un projet de loi de ratification d'ordonnance pour appliquer le statut de l'élu local dans les collectivités d'Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. C'est issu d'une loi de décembre dernier et ce statut donc améliore les indemnités de fonction et de conditions d'exercice des mandats pour nos élus, un texte dont nous avons évidemment déjà parlé. Voilà, j'en ai terminé pour le compte-rendu de ce Conseil des ministres, donc j'écoute vos questions. Madame la ministre, bonjour. Cyril Adrien Salmon pour France Télévisions. Monique Barbu a publié ce matin un message sur LinkedIn indiquant qu'elle présentait sa démission au président de la République car elle venait de vivre, je cite, le recul environnemental de trop. Or, l'AFP nous a appris il y a quelques minutes que la ministre avait, je cite, accepté de poursuivre sa mission à la demande du président de la République, qu'il a assuré de son soutien selon son cabinet. Que s'est-il passé entre ces 2 moments? Quelle garantie a-t-elle obtenue? Ouais. Très simplement, et je n'en dirai pas beaucoup plus que ce qui, je crois, vous a déjà été communiqué par Monique Barbu elle-même. Vous le savez, la ministre de l'écologie a effectivement présenté sa démission au président de la République. Elle a pris le temps d'échanger avec le Premier ministre d'une part, et puis ensuite avec le président de la République et le Premier ministre. Ils ont convenu d'un désaccord sur la loi agricole telle qu'elle a été votée au Parlement et non pas telle qu'elle avait été présentée et proposée par le gouvernement. Le président de la République a refusé sa démission et ils se sont en revanche accordés sur 3 piliers fondamentaux qui fondent son action. La question des forêts, la question de l'eau et la question de la santé environnementale. 3 piliers, 3 chantiers donc sur lesquels Monique Barbu a accepté de rester pleinement investi et le président de la République, le Premier ministre et Monique Barbu se sont accordés à dire que notamment sur ces 3 chantiers que sont l'eau, la forêt et la santé environnementale, son action et son engagement étaient évidemment déterminants. Voilà. Et donc Monique Barbu a pris cette décision de rester, estimant, mais c'est mon interprétation, et là je parle en mon nom et pas évidemment en son nom, que son action serait plus importante, plus impactante et plus déterminante de là où elle est, essentiellement sur les chantiers que je viens de citer, pas uniquement, mais notamment. Cet épisode ne fragilise-t-il pas le gouvernement? Il y a eu 24 heures où il y a eu plusieurs versions, plusieurs désaccords exprimés publiquement sur la ligne. Et aujourd'hui, la ministre est toujours dans le gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque d'illisibilité? 2 choses. D'abord, ce qui compte, c'est l'impact et le bilan, tout ce qui a été fait depuis 9 ans maintenant, l'augmentation des crédits alloués à l'écologie, le doublement des crédits alloués à l'écologie, la diminution de 25% des émissions de gaz à effet de serre, tout projet de loi, toutes les actions réglementaires qui ont été portées depuis de nombreuses années par les ministres successifs. Et c'est ce qu'il faut qu'on continue, encore une fois, à porter, à revendiquer, à défendre. Et ce n'est pas terminé. Il y aura, vous le savez, des combats importants dans le prochain projet de loi de finances. Monique Barbu a eu notamment l'occasion de faire des annonces en ce sens dans les colonnes de vos confrères de la Tribune dimanche. Puis ensuite, il y a l'action de Monique Barbu
qui a un parcours qui parle pour elle, qui est une militante avec tout ce que ça comporte de positif dans ma bouche, qui porte des combats, qui porte des convictions, qui porte des causes depuis très longtemps maintenant. Voilà, c'est des profils, des personnalités qui ne sont pas des professionnels de la politique, et je crois qu'elle a eu l'occasion de le dire elle-même, mais qui, pour autant, je crois, apportent beaucoup dans le débat politique avec toute l'authenticité que cela amène aussi, et je crois qu'on en a besoin. Et donc moi, je suis contente qu'elle ait pris cette décision en accord avec le président de la République et le Premier ministre, à la demande du président de la République. Et je pense qu'elle vient enrichir une équipe gouvernementale, effectivement composée de femmes et d'hommes qui sont élus depuis longtemps, et d'autres qui se lancent dans cette aventure politique-là, qui est difficile, qui est parfois rugueuse, qui est parfois douloureuse. Et je crois qu'on doit toutes et tous faire preuve aussi de tolérance vis-à-vis des femmes et des hommes qui n'ont pas toujours l'expérience que d'autres peuvent avoir. Et je me permets de le dire parce que j'ai vu depuis 48 heures notamment fleurir un certain nombre de commentaires à l'encontre de Monique Barbu sur les réseaux sociaux, émanant de responsables politiques connus. Je ne vais pas vous en faire la liste ici. Et j'ai trouvé ces propos très méprisants et très désobligeants à son encontre. Je considère qu'on peut avoir des désaccords sur le fond avec Monique Barbu ou d'autres, et les exprimer, c'est bien sûr légitime. En revanche, s'en prendre à la personne, encore une fois, avec le mépris et parfois le caractère dégradant que certains commentaires emportaient, c'est vraiment pas à la hauteur de ce que doit être la politique. On ne peut pas estimer qu'il faut réussir à amener des profils un peu différents dans le débat, au Parlement, dans les gouvernements successifs, et en même temps s'adresser à eux avec autant encore une fois, de mépris. Et j'ai trouvé que j'étais assez attristée, assez choquée de certains propos qui ont pu être tenus. Encore ce matin, d'ailleurs, j'entendais un élu du Rassemblement national, je crois, sur votre plateau dans les 4 vérités. J'ai trouvé que la façon dont il répondait à la ministre de l'écologie n'était pas à la hauteur de la manière dont on doit se parler, tout simplement en tant qu'être humain. Voilà. Merci. Bonjour, Alison Tassin pour Le Parisien aujourd'hui en France. Ce que le grand public a du mal à comprendre, c'est comment une ministre de l'écologie peut agir alors même qu'elle n'a pas envie de rester. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Et par ailleurs, est-ce que Monique Barbu a aussi reçu le soutien de Sébastien Lecornu? Est-ce que au Conseil des ministres tout à l'heure, vous avez pu échanger entre vous? Est-ce qu'elle a pris la parole sur ces questions? Merci. Alors, nous n'avons pas échangé sur le choix de Monique Barbu lors du Conseil des ministres. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a évidemment le soutien et du président de la République et du Premier ministre. Je crois d'ailleurs que le Premier ministre a eu l'occasion de le redire publiquement, si je puis dire, chez vos confrères de Paris Match ce matin. Quant à la question de son action, ce qui fonde la possibilité d'agir pour un ou une ministre, c'est les moyens qu'il ou elle a à disposition. Et en l'occurrence, lorsqu'on porte le fond vert à des niveaux qui permettent cette action, lorsque le ministère de l'écologie est préservé dans les choix budgétaires, lorsqu'on a des objectifs clairs qui sont partagés, notamment en interministériel, sur l'eau, sur la forêt ou sur la santé environnementale, je reprends ces thèmes parce que je sais qu'ils lui sont chers et qu'ils ont été au cœur de la décision qu'elle a prise, ça permet, me semble-t-il, oui, d'agir concrètement. Et puis, vous savez, encore une fois, Monique Barbu, c'est quelqu'un d'entière. Si elle a fait le choix, si elle a fait ce choix, c'est qu'elle estime que les conditions sont désormais réunies et qu'elle a eu les garanties, encore une fois, de la part du chef de l'État et du Premier ministre pour mener à bien ses objectifs. Bonjour, Marie Mollet pour France Inter. Juste pour compléter la question de ma consoeur, comment vous qualifiez aujourd'hui la relation entre Sébastien Lecornu et Monique Barbu ? C'est une relation de confiance avec des objectifs qui sont des objectifs partagés. Je rappelle encore une fois que le point de désaccord sur la possibilité donnée à l'ANSES de déroger à l'interdiction notamment de l'acétamipride est une mesure qui provient du Parlement.
le gouvernement n'a jamais souhaité l'introduction de cette mesure dans le projet de loi d'urgence agricole, pardonnez-moi. Ce n'est pas une proposition du gouvernement, c'est une proposition du Parlement qui, de manière majoritaire, lors de la commission mixte paritaire, a décidé de l'y inscrire et de le laisser. Donc, ce n'est pas un désaccord de fond entre le Premier ministre et la ministre de l'écologie qui a amené la ministre de l'écologie à se poser ces questions-là. Alors, je reviens justement sur les déclarations de Monique Barbu. Est-ce que vous les regrettez, sachant qu'elle a quand même dressé un bilan assez sévère, en parlant notamment de sacrifice des politiques de long terme au profit des urgences immédiates? Elle se plaignait de beaucoup d'arbitrage, en disant aussi qu'il a fallu se battre pour chaque sujet. Est-ce qu'il n'est pas étrange qu'elle reste toujours à ce poste au ministère de la Transition écologique? Moi, j'aurais regretté que Monique Barbu quitte son poste. Voilà ce que j'aurais regretté. Et je souhaite qu'on ait une équipe gouvernementale qui soit, encore une fois, mobilisée sur des chantiers prioritaires. Et l'écologie, c'est un sujet prioritaire. On le voit, on sort de 3 vagues de canicule qui ont beaucoup affecté les Français, qui ont beaucoup travaillé le pays, si je puis dire, de par ce que ça a dit sur l'évolution du climat, sur l'impact sur notre quotidien. On a là une femme qui connaît parfaitement ces sujets, parfaitement ces sujets. Alors, elle ne court pas sur les plateaux télé pour en parler, parce qu'encore une fois, ce n'est pas son expérience, c'est probablement pas la manière dont elle se projette dans son rôle de ministre, mais qui mène ses dossiers à bien. Voilà. Et je crois qu'encore une fois, ça fait partie des profils dont on a besoin dans une équipe gouvernementale. Si elle décide de rester, c'est parce qu'elle estime avoir toutes les garanties pour les mois à venir sur les sujets qui, à ses yeux, sont prioritaires. Mais vous comprenez ces critiques ou pas? Encore une fois, je comprends que dans l'action ministérielle, au-delà de la question de Monique Barbu et du ministère de l'écologie, il puisse parfois y avoir des frustrations. Parce que vous avez vos objectifs, vous avez vos convictions, et puis vous avez tout ce travail interministériel qui consiste à combiner des intérêts qui parfois peuvent sembler contradictoires. Vous avez les échanges et les négociations à l'échelle européenne qui, là encore, amènent leur lot de mécontentement ou en tout cas de points qui parfois peuvent cristalliser voilà, un certain nombre de frustration, je reprends ce mot. Et donc oui, ça nécessite de faire des compromis. En réalité, un ministre, ça fait des compromis dans son action quotidienne, avec ses collègues, avec les parlementaires, avec les institutions françaises, avec les institutions européennes, avec ce que permet le droit, avec ce que ne permet pas le droit. Et ça, parfois, peut-être qu'on s'en rend davantage compte une fois qu'on est en poste. Et c'est peut-être ce qui explique aussi en partie ces critiques. Dernière question, est-ce qu'elle a bien fait de poster ce message avant de rencontrer le président de la République? On peut échanger sur le timing et les débats de forme. Ce qui compte pour moi, encore une fois, c'est que désormais on arrive à avancer, qu'on se batte pour un budget qui fasse la part belle à l'écologie, qu'on arrive à convaincre les parlementaires que c'est important, qu'on arrive à préserver un certain nombre de dispositifs et de dispositions qui fonctionnent bien. C'est pour ça qu'elle est restée. C'est ce que j'ai envie de retenir. Merci. Bonjour Madame Région, Oscar Tessonneau. Ce matin, dans les colonnes de Paris Match, Sébastien Lecornu aborde les questions budgétaires, notamment liées aux budgets sociaux et aux prises en charge qui pourront être faites, notamment des prises en charge des médicaments, avec un reste à charge qui serait potentiellement élevé ou supérieur à celui qu'on peut avoir aujourd'hui. Est-ce que, au vu des difficultés que vous avez eues, notamment avec Michel Barnier en 2024, à faire passer certaines mesures sociales parfois difficiles, vous craignez d'avoir certaines difficultés lors des négociations du budget sur le PLFSS, sur certains sujets abordés par Sébastien Lecornu ce matin dans Paris Match, notamment les médicaments? Il y a des travaux, des réflexions, des consultations qui sont en cours et qui vont continuer dans les semaines et les mois à venir. Ça nous emmènera à l'automne. Donc je n'ai pas plus de précisions à donner puisque par essence, ces consultations sont en cours, menées par le ministre du Budget d'une part, la ministre de la Santé
d'autre part. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un contexte budgétaire difficile qui s'impose à nous, qui touche le budget de l'État, qui touche le budget de la sécurité sociale. Et donc, il y a des efforts qui sont nécessaires. Ils doivent être répartis de la manière la plus équitable possible, évidemment, et c'est ce à quoi on travaille. Et puis, il y a des réalités démographiques, des réalités, encore une fois, qui touchent à ce budget de la sécurité sociale. Le nombre de cotisants est moins important que ce qu'il a été. On a une population qui vieillit. Et donc, tout ça, forcément, amène à des réflexions qui sont d'ordre sanitaire, bien sûr, et puis d'ordre budgétaire aussi. Et sur un plan du calendrier, est-ce que vous êtes plutôt confiant quant à vos capacités à faire passer un budget avant la fin de l'année Encore une fois, j'ai eu l'occasion de le dire, là encore, il n'y a pas de plan B. Si nous n'arrivons pas à nous accorder sur un compromis qui permette de doter la France d'un budget, on restera en service voté, donc avec une loi spéciale, c'est-à-dire sans budget, pendant 6, 7, 8 mois, le temps qu'un nouveau président soit élu et qu'une nouvelle assemblée, probablement, s'installe. Ce serait dramatique pour les finances publiques et dramatique pour tout un nombre de secteurs qui seront directement impactés par de graves gels. Je prends l'exemple du secteur de l'énergie que je connais, plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui subiront des fermetures de guichets, des gels des différents soutiens. Et donc il faut qu'on arrive, encore une fois, à s'entendre. Voilà. Et moi, je veux croire en l'intelligence collective. Je pense que par ailleurs, à l'aune d'une année électorale importante, tout le monde y a intérêt. Tout le monde y a intérêt. Et qui que soit le futur ou la future présidente de la République, tous les candidats ont intérêt à ce qu'un budget puisse être voté et appliqué, et à ne pas arriver en juin ou juillet prochain avec une loi spéciale, un projet de loi de finances rectificatif et un déficit qui sera, à n'en pas douter, parti dans le décor. Voilà. Donc je crois que c'est de l'intérêt aussi des candidats à la présidentielle que de jouer le jeu d'un budget de sauvegarde et de compromis pour quelques mois. Je vous remercie. Merci. Allez-y. Hein, Bonjour Madame la Ministre, Thomas Després pour RTL. Dans son interview à Paris Match, Sébastien Lecornu annonce que plusieurs collaborateurs du gouvernement ont quitté leurs fonctions suite aux tests de dépistage de drogue qui ont été menés ces dernières semaines. Est-ce que vous avez quelques précisions à nous apporter? Combien de collaborateurs sont concernés et quel était leur niveau d'implication dans les différents cabinets? Non, je n'ai pas plus d'informations à donner que ce qu'a donné le Premier ministre à vos confrères. Je vous remercie. Merci à tous et à la semaine prochaine.